Imagine te réveiller un matin et découvrir que tu es marié à l'homme que tu détestes le plus au monde. Sauf que tu te souviens absolument pas de l'avoir épousé. Tu as 2 années de ta vie qui ont complètement disparu. Et le pire, ton mari, lui, se souvient de absolument tout. Et il fait tout ce qu'il peut pour que tu ne te souviennes jamais de rien. Alors aujourd'hui, on va parler de God of War, le tome 6 de la saga Legacy of God de Rina Kent. Hello Booktube, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous en ce dernier jour de la semaine de Dark Romance. Donc God of War va conclure ce 9e et dernier jour de dur labeur. Et je vous préviens dès maintenant, je ne vais pas refaire une série pareille avant au moins les 1000 abonnés parce que je vais vous raconter ma vie. Oh my god, c'est un travail, mais vous pouvez même pas vous imaginer. Le pire dans tout ça, c'est que quand j'étais en train de monter God of Malice, il y a eu une panne de courant et j'ai été obligée d'utiliser le téléphone de ma mère qui n'avait que 40% de batterie pour utiliser le peu de connexion que j'avais pour finir ce montage. Donc vraiment, j'ai eu que des péripéties comme ça. Même pour God of Ruin, j'ai fait le montage, tout était prêt. J'allais mettre la vidéo, mais après, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'étais appuyée par intermittence sur un truc parce que dès que j'ai mis la vidéo, il n'y avait plus le son. Donc j'ai dû tout refaire. Alors pour toutes ces péripéties, soyez nombreux, aux 1000 abonnés. On se reverra pour une semaine aussi chargée. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous rappeler de liker et de vous abonner. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Ça m'aide énormément à booster la chaîne. Je ne vous remercierai jamais assez. Alors, on va tout de suite rentrer dans le thème de God of War. On a notre cher Ava Nash qu'on a pu voir dans tous les autres tomes de cette saga, du premier jusqu'à celui-là. On voit que Ava, en fait, c'est la fille rose, la fille joyeuse, le petit rayon de soleil du groupe, qui est toujours là pour traîner ses amis en boîte de nuit, passer du bon temps et les forcer à profiter de leur jeunesse, hein. Parce que concrètement, s'il n'y avait pas Ava, Cécilie et Glinden ne sortiraient jamais de leur appart. Ce sont des casanières, des introverties, alors que Ava, c'est l'extravertie, celle qui veut tout le temps aller dans les boîtes, danser, profiter. La fille qui porte tout le temps du rose, qui fait tout le temps du shopping et qui met tout le monde de bonne humeur avec son zeste de rose bonbon. Et au fait, au début de ce livre, on a Ava qui est à une discothèque. Alors sur le coup, il y a rien de bien méchant, sauf qu'il faut savoir que Ava, elle abuse beaucoup de la bouteille et beaucoup de substances. Parce qu'à ces fêtes-là, vous vous doutez bien que c'est pas les occasions qui manquent d'en prendre. Et elle, elle vit une période vraiment pas cool de sa vie parce qu'elle va bientôt finir l'université, hein. C'est juste, le diplôme, il est à quelques mois maintenant et elle a passé, un concours pour, rentrer dans un orchestre vu qu'elle fait du violoncelle. Sauf qu'elle a eu un bug et que pendant l'audition, elle a pas pu finir, sa prestation, elle a arrêté de jouer et elle est sortie en pleurant. Et franchement, elle essaie de se remettre, de ça, autant qu'elle le peut, mais elle a trouvé du réconfort, vous l'avez compris, dans diverses substances liquides et poudres. Donc ça va pas vraiment psychologiquement. Elle donne le change physiquement, elle sourit, mais à l'intérieur, c'est juste une façade. On comprend bien qu'Ava ne va vraiment pas bien. Et à cette discothèque, elle tombe sur un de ses fournisseurs, Oliver, qui, ben, lui propose certains trucs. Bien sûr, elle va en prendre, donc elle est un peu stone, en plus d'être totalement bourrée. Et il y a son amie Cécilie qui était avec elle, mais à un certain moment, elle a dû rentrer après que son amie lui ait promis qu'elle aussi, elle allait rentrer. Mais bien sûr, Ava, elle a continué à danser, à faire la fête, jusqu'à ce qu'on lui propose une after party et elle a pris le volant en étant sous substance. Donc décision extrêmement idiote que jamais, je ne vous conseillerais. Faites très, 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 très attention. C'est vraiment pas la chose à faire. Appelez un Uber, un ami, un membre de votre famille, mais ne prenez jamais le volant si vous n'êtes pas totalement sobre.
Alors bien sûr, vous avez vu venir la patate. Ava, elle a fait un accident de voiture et elle s'est évanouie. Mais avant de s'évanouir, elle a bien vu Ellie, le protagoniste de ce livre. Avant de vous expliquer exactement ce qui s'est passé avec Ava, je vais refaire une petite parenthèse sur Ellie pour que vous compreniez bien le personnage. Alors Ellie, c'est le mec énigmatique qui ne ressent rien, la véritable pierre ambulante. Autant Ava est rose, autant Ellie, c'est vraiment le gris. Et lui, c'est vraiment le mec qui n'est là que quand ben, il en retire un truc. Hein. C'est pas le mec à faire la charité ou à être un homme bien juste par bonté d'âme. Non. Ellie, c'est un businessman extrêmement froid. Tout ce qu'il veut dans la vie, c'est le pouvoir et accéder à la place de seul et unique PDG de l'entreprise familiale. Ça fait des années qu'il travaille juste pour ça, aux côtés de son père, de son oncle et de sa tante. Et pour lui, il y a que ça dans le travail. Juste, pardon, il y a que ça dans la vie, juste son travail, c'est the businessman par excellence. Et vous me direz, qu'est-ce que Ava vient faire là-dedans? Eh bien, après que Ava se soit réveillée à l'hôpital dans un état un peu second, ah ben, il y a Ellie qui est en train de lui tenir la main. Et il faut savoir que Ellie et Ava, ils se détestent depuis des années. Quand Ava avait 17 ans, elle a déclaré sa flamme à Ellie. Elle lui a dit qu'elle était tombée amoureuse de lui et qu'elle voulait être avec lui. Lui, il lui a dit que sa déclaration était embarrassante et qu'il allait l'oublier et passer à autre chose et qu'elle ferait mieux de faire la même chose. Dévastée, elle l'a détesté pendant des années et lui a fait des coups bas autant qu'elle le pouvait, notamment en éloignant toutes les femmes qui gravitaient autour de lui, avec qui il passait une nuit et ensuite oublié. Ben, elle les dissuadait, bien sûr pas toute seule, grâce à l'aide de son cousin London, parce que un psychopathe, il n'y a qu'un psychopathe qui peut t'aider. D'ailleurs, je vous renvoie à ma vidéo de London si vous l'avez toujours pas vue. Foncez. C'est celui de God of Ruin. Incroyable cet homme. Bref, donc Ava, elle se réveille à l'hôpital et pour elle, dans ce contexte-là, c'est même pas une option que Ellie soit à côté d'elle et qu'il lui tienne la main. Et ensuite, il y a ses parents qui rentrent et elle remarque qu'ils ont un peu vieilli depuis la dernière fois qu'elle les a vus. Elle se dit, bon, c'est pas grave. Et ensuite, il rentre le médecin et commence à lui poser des questions et lui dit à un certain moment, Madame King, à quelle année vous pensez qu'on est exactement? Et ensuite, là, ça tique chez elle. Madame King? C'est quoi ce bordel? Ensuite, elle comprend que, au fait, elle a perdu 2 ans de mémoire de sa vie, qu'elle ne se souvient pas de ces 2 dernières années, et qu'au cours de ces 2 dernières années, elle a épousé Ellie King et est devenue sa femme. Donc pour elle, c'est le choc parce que elle s'attendait à tout sauf à ça. En fait, pour elle, le dernier souvenir qu'elle a, c'était à cette boîte de nuit. Elle sortait, elle a fait un accident et bam, elle se réveille à l'hôpital. Mais Ellie, mariage, c'est pas possible. Elle le détestait. D'ailleurs, à cette boîte de nuit, ils ont eu une énième altercation. Et ils se sont encore disputés et envoyé des phrases blessantes l'un l'autre, où ils ont envoyé leur venin concrètement et qu'ils ont bien montré le mépris qu'ils avaient l'un envers l'autre. Donc comment est-ce que après cette soirée, elle l'a épousé? C'est pas logique pour elle. Mais ensuite, on lui montre bien les photos du mariage, on lui montre ben, qu'au fait, elle portait la robe qu'elle a toujours voulu porter, une hélice arabe, les fleurs, c'est bien les tulipes roses qu'Ava avait toujours souhaité pour son mariage. Et c'est là que le quiproquo s'opère. Franchement, elle est perdue. Comment est-ce qu'elle a fait pour épouser Ellie? Naturellement, elle lui pose la question, mais il ne va pas répondre. Et Ellie, c'est aussi son tuteur à Ava. Donc légalement, c'est la seule personne qui peut prendre des décisions pour elle. Donc, elle voudrait bien aller chez ses parents, mais aussi elle connaît Ellie et elle sait que ben, si elle s'éloigne de lui, ils ne vont pas lui dire toute la vérité, ses parents, et que le seul qui a toutes les réponses, c'est Ellie. Donc, elle décide quand même de partir avec lui dans leur maison. Je mets ça entre de gros guillemets parce que pour elle, c'est encore un endroit étranger. Hein. Donc, elle débarque dans cette baraque et là, elle trouve l'ancienne nounou de Ellie, Sam,
et un nouvel employé Anderson, mais elle l'appelle Léo. Donc, elle commence à avoir une routine avec tout le personnel et à s'adapter un peu à sa vie parce qu'elle trouve sa chambre rose, elle a ses seaux de barbe à papa, elle adore, consommer ça avec un bon bouquin d'érotisme, clin d'œil au livre de Rina Kent, je pense. Et elle a une petite routine avec eux pendant un moment. Ellie, bien sûr, même s'il vit sous le même toit, il est absent de la vie d'Ava. En apparence, bien sûr, parce qu'en soum soum, il gère absolument tout ce qui a trait à sa vie. Parce qu'on apprend que Ellie, il cache quelque chose. Surtout avec la sœur de Ava, tout le monde lui cache quelque chose. Elle ne sait pas les circonstances qui ont exactement atteint, Ava pour qu'elle ait cet autre accident, donc pas celui de la voiture, mais celui qui a fait qu'elle a été hospitalisée, donc tombée des escaliers. Elle ne se souvient de rien, mais elle sent qu'il y a anguille sous roche. Parce que c'est pas normal qu'elle tombe juste comme ça des escaliers et que tout le monde soit autant en panique pour elle, que personne ne veut lui dire vraiment les circonstances dans lesquelles elle était ces 2 dernières années. Mais elle se protège elle-même en essayant d'occulter tout ça et de se concentrer sur le moment présent. Si elle l'a oublié, c'est pas grave, elle vit sa vie, comme elle l'a laissée 2 ans de ça. Et au fond, Ellie, ça l'arrange que Ava ne se souvienne de rien. Il en jouit même, il préfère qu'elle ne se souvienne de rien et il fait tout ce qu'il peut pour cacher absolument toutes les preuves, que ce soit chez lui, il a changé tout le personnel, il a viré toutes les bouteilles de substances liquides, que je ne peux pas mentionner ici. Et il a fait en sorte que Ava soit dans un cadre sécurisé où il serait sûr qu'elle n'aurait, rien à craindre parce que les addictions du passé d'Ava ont fait beaucoup de mal à cette dernière et lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'au fait, elle réussisse à trouver un équilibre que pendant ces 2 dernières années, elle n'a pas réussi à atteindre. Donc il ne lui révèle absolument rien. Sauf que le problème, c'est que Ava a des flashbacks de son passé. Il y a des trucs qui commencent à lui revenir. Et ça, Ellie ne peut rien contre. Et dans ces flashbacks, eh ben, elle commence vraiment à se poser des questions sur son mariage, notamment quand elle a une scène bien particulière en tête où elle est sur un lit et que son mari se montre extrêmement violent envers elle et l'oblige à avaler quelque chose. Donc vraiment, elle se demande, est-ce que c'est un mariage d'amour ou c'est comme Ellie lui a dit, parce que l'excuse qui lui a sorti, c'est que c'était un mariage de convenance dont il avait besoin pour ses affaires. Alors est-ce que ça c'est vrai ou est-ce que c'est un mensonge qu'il a inventé juste pour mettre Ava sur une mauvaise piste? Parce que malgré le fait que, comme je vous l'ai dit, il contrôle sa vie dans le moindre aspect, hein, il y a rien qu'il laisse au hasard, Ellie, hein, en ce qui concerne toute la vie d'Ava, il y a quand même une part de lui qui la protège, qui prend soin d'elle. On voit qu'il est aux petits oignons pour elle et qu'il a toujours peur qu'elle fasse une crise. Et c'est là qu'on est en droit de se poser les questions suivantes. Est-ce que Ellie vraiment, c'est quelqu'un qui veut aider Ava à surmonter, ben, toutes ses psychoses parce que c'est clair qu'il y a quelque chose qui va pas avec elle? Ou est-ce que son seul et unique but, c'est d'être, ben, le connard arrogant qu'il prétend être et de juste, contrôler sa vie parce que c'est un obsédé, un maniaque du contrôle bourré de THC et que c'est sa prochaine victime? Vous l'aurez compris, pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, vous vous arrêtez là. Je vous laisse comme d'habitude mon timecode pour mon avis, mes citations préférées et mon analyse du livre. Pour ceux que les spoils ça dérange pas, on continue. Alors, je vous avais dit que Ava avait beaucoup de flashbacks du passé et le flashback notamment qu'elle a eu où elle était sur le lit et que Ellie l'a forcée à avaler un truc, elle lui en a parlé. Mais au départ, il lui a menti et lui a dit que c'était juste une illusion. Mais après, il a bien fini par admettre que oui, c'était bel et bien un souvenir qu'Ava avait de Ellie et de leur relation passée dont elle ne se rappelle encore rien. Alors, malgré, toute l'ambiguïté de la situation que je vous ai citée, ben, Ava, elle est quand même en train de tomber amoureuse d'Ellie. Rappelez-vous, elle l'aime depuis qu'elle est toute petite, malgré le fait qu'il l'ait rejetée à ses 17 ans. Elle le déteste pour ça, mais elle est attirée par lui et elle a vraiment peur de lui. N'empêche qu'elle voudrait vraiment se le taper.
Mais elle commence également à comprendre qu'il fait énormément de choses pour elle. Ellie, de son côté, ben, c'est toujours un obsédé, hein, et lors d'une soirée, ben, il a essayé de s'en prendre, il s'en est pris à un mec qui était un peu trop intéressé par Ava. Il a réagi très violemment, alors que d'habitude, c'est le maître du self-control, hein. Et c'est à ce moment-là qu'il a pété les plombs, qu'il a pris Ava dans une réserve à cette même soirée et que, ben, ils ont eu un rapport. Surprise, surprise, ben, 10 minutes avant, ils étaient en train de se disputer avec Ava parce qu'elle pensait qu'elle l'avait trompé. Elle a eu un flashback où elle s'était vue avec un homme et elle lui avait dit: «Mon mari n'aimerait pas ça». Et quand, ben, Ellie, il a compris ce qui se passait, il a vraiment pas supporté et il voulait sa revanche et il a emmené Ava dans cette réserve pour bien lui faire comprendre que ça y est, maintenant il a perdu tout contrôle et qu'elle allait devenir sienne dans tous les sens du terme. Et c'est au moment où ils ont leur rapport qu'ils découvrent le poteau rose. Ava est vierge. Alors que de base, quand elle s'est réveillée de son coma, Ellie lui a fait comprendre que, ben, ils avaient eu des rapports pendant ces 2 dernières années. Sauf que c'est clairement pas le cas, il lui a encore menti. Alors Ava comprend que malgré les 2 années de mariage, leur relation n'était pas ce qu'elle imaginait et c'est une grosse déception pour elle. Après cette scène, Ellie montre également un côté beaucoup plus tendre envers elle, forcément. Après tout, il vient de prendre sa pureté de la manière la plus brutale possible et imaginable. Bon, il la lave, il prend soin d'elle, il l'embrasse, il la couche, il fait tout ce que on attend d'un homme attentionné, en fait, et c'est là qu'on comprend que malgré tout son baratin de «Moi, j'ai pas d'émotion, moi, je peux pas aimer», bah, en fait, il est grave amoureux d'Ava et ça se voit au fur et à mesure des pages, hein, que Ellie, en fait, depuis le début, il est amoureux d'elle, sauf qu'il se ment à lui-même et qu'il est autant dans le déni que Ava dans certains trucs, notamment les émotions. Parce que lui, c'est vraiment quelqu'un comme London, comme je vous l'ai expliqué, de froid, qui doit apprendre à aimer. C'est pas un truc inné chez lui. Alors, ils ont des rapports, hein, beaucoup plus fréquents après ça, évidemment, mais c'est toujours dans des positions où Ava ne peut pas voir le visage de Ellie. Et elle, ça finit par la gonfler. À un moment, elle va dans sa chambre comme une tornade et elle lui dit: «Si tu veux continuer à avoir des rapports avec moi, un, tu vas devoir me voir. 2, je vais devoir emménager dans ta chambre parce que je suis ta femme et que je ne veux pas être, moins que ce que je mérite, au fait. Si j'ai la relation physique, je veux aussi la relation émotionnelle». Et c'est vraiment à ce moment-là que leur relation opère un tournant et que ça devient vraiment un couple. Parce qu'avant ça, c'était juste une guéguerre sans fin entre les 2. Vraiment, ils se faisaient chier de toutes les manières possibles et imaginables, à chaque fois qu'ils en avaient l'occasion. Et vu que Ava n'arrête pas d'insister pour qu'ils se rapprochent en tant que couple et qu'ils, ben, apprennent à mieux se supporter émotionnellement parlant, parce que, côté rapport physique, tout va très bien. C'est vraiment les rapports sentimentaux où ils sont vraiment pas doués ces 2-là. Du coup, Ellie, il finit par l'emmener en voyage à Paris. Ensuite, il l'emmène, ben, dans l'île de sa grand-mère où ils passent du temps ensemble, où ils évoquent des sujets importants comme les enfants, comme, leurs sentiments l'un pour l'autre et c'est là qu'aussi, Ava découvre que, ben, la lettre qu'elle lui avait écrite quand elle avait 17 ans, où elle a détaillé tous ses sentiments pour lui, le nombre d'enfants qu'il voulait avoir, il l'avait lu et il a pas vraiment réagi de la manière qu'elle souhaitait. Elle voulait plutôt qu'il lui dise qu'il l'aimait, qu'il lui témoigne ses sentiments. Mais lui, il lui a juste, fait comprendre qu'elle était une obsession et qu'il pouvait pas supporter le fait qu'elle soit à quelqu'un d'autre après qu'il ait couru après elle, alors que c'est la seule et unique femme avec qui il a eu besoin de faire ça. Les autres, elles étaient à ses pieds dès qu'il claquait des doigts, mais Ava non, Ava elle demandait plus de challenge et c'est ça qui lui a plu. Ça lui a brisé le cœur. Et c'est là que sa descente aux enfers va commencer parce que son état, après qu'elle a bien compris qu'il ne lui rendrait jamais ses sentiments, s'est totalement dégradé.
Ellie la retrouve même en train de dormir sur le balcon, les bras tendus vers le vide, avec le sourire, un peu comme si elle allait sauter. Il comprend qu'elle est potentiellement dangereuse pour elle-même et contre l'avis de tout le monde, il refuse qu'elle soit internée en institut psychiatrique. Il la ramène à la maison et il fait tout ce qu'il peut pour essayer, ben, qu'elle aille mieux. Mais, en fait, elle a reçu un coup de téléphone de un de ses ex, Vance, qui lui a dit que, ben, Oliver, il avait disparu après cette soirée-là avec Ava et qu'elle avait épousé Ellie juste après ça. C'était pas normal et que Ellie cachait forcément quelque chose à Ava. Et c'est là que toute la mémoire d'Ava est revenue. Elle se rappelle qui l'a suivie, elle se rappelle son agression, elle se rappelle que Ellie est arrivée et elle se rappelle que c'est lui qui a liquidé Oliver parce qu'il avait essayé de VIOL Ava et que après ça, Ellie l'a forcé à l'épouser. Si elle l'acceptait pas, il allait lui faire porter le chapeau, la faire tomber et ça serait vraiment entièrement de sa faute. Il l'a menacée et l'a forcée à l'épouser. Elle était terrifiée. Ellie lui avait fait comprendre que si elle tentait pardon, de s'enfuir, il la kidnapperait et la liquiderait à son tour. Le jour du mariage, elle a vainement pensé à s'échapper, mais il lui a bien fait comprendre qu'il mettrait ses menaces à exécution. Et c'était vraiment pas un mariage d'amour, ni de convenance, ni de business, ni quoi que ce soit, hein. C'était un piège qui s'est refermé sur cette pauvre Ava. Et c'est là que la dernière pièce du puzzle se met en place. Pendant leur mariage, leur relation était devenue vraiment toxique au pas possible. Et Ava, comme je vous l'avais dit, elle avait des problèmes mentaux, donc elle a fait une psychose et elle a été obligée de se faire mettre en institut psychiatrique. Et quand elle a essayé de mettre un terme à son existence dans cet institut, ben, Ellie, il l'a ramenée à la maison contre l'avis de tout le monde, même de son propre père, du père d'Ava, tout le monde. Tout le monde était contre à ce qu'elle sorte. Mais lui, il voulait pas qu'elle se fasse du mal, donc il l'a ramenée. Sauf que Ava a eu une autre crise. Elle a confronté Ellie et elle lui a dit qu'elle voulait le quitter, qu'elle voulait partir de ce mariage, mais lui, bien sûr, il a refusé. Et elle a pris un couteau et elle l'a menacé avec et elle l'a blessé. Par accident, certes, mais quand même, elle a blessé Ellie. Puis elle est tombée dans les escaliers parce qu'en fait, elle tremblait sous le choc de ce qu'elle avait fait. Elle venait à peine de réaliser l'énormité de son action. Comme je vous l'ai dit, elle était pas vraiment dans sa tête, encore sous traitement, encore sous psychose et c'est là qu'elle a fait cette vilaine chute qui a provoqué son amnésie. Elle a oublié ses 2 années de vie. Quand Ellie retrouve Ava alors qu'elle se rappelle absolument tout, elle fait encore une psychose. Ça va vraiment pas et elle l'oblige à accéder à toutes ses volontés, notamment celle d'accepter le divorce. C'est soit ça, soit elle saute la vie et cette fois elle le fera de manière définitive. Elle trouvera un moyen, elle le menace. Elle lui dit qu'il doit rendre, ben, sa tutelle à son père et qu'elle va partir et qu'il ne va plus jamais essayer de la contacter. Et c'est à contre-cœur qu'il la laisse partir et qu'il lui envoie les papiers du divorce. Parce qu'à ce moment-là, ses parents ont repris Ava. Et là, franchement, l'un comme l'autre, ils sont dans un état psychologique pitoyable. Elle, malheureusement, à cause de ses crises et de ses psychoses, elle va pas bien. Lui, il vit très mal la rupture parce que malgré, tout son manège de blocs de glace, il est fou amoureux d'elle et il n'a toujours souhaité que son bonheur. Seulement, il ne peut pas concevoir son bonheur avec quelqu'un d'autre que lui et pour lui, vraiment, même si, il n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'il ressent pour elle, pour lui, elle doit être au centre de son monde et graviter autour de lui. Et maintenant qu'il n'a plus, son rayon de soleil, eh ben, il ne reste que le gris de la déprime. Même ses parents ont essayé de le sortir de cet état mental, mais, la seule personne qui pouvait l'en sortir était la seule personne qui lui a demandé de l'espace et de ne plus jamais la contacter. Après ça, bien sûr, Ava, elle va choisir, volontairement d'entrer dans un institut psychiatrique parce qu'elle est consciente qu'elle a besoin d'aide, qu'elle a besoin de se soigner et que toute seule, elle n'y arrivera pas.
Donc Ava, elle reste 3 mois en institut psychiatrique. Son objectif, c'est de devenir suffisamment stable pour ne plus être un danger pour elle-même ou pour Ellie à cause de ce qu'elle a fait. Et pendant ce temps, lui, il respecte sa volonté. Il ne l'approche pas quand elle est consciente, mais il vient chaque nuit pour veiller sur elle. Il ne la réveille jamais, il attend qu'elle dorme, il s'assoit à côté de son lit, il lui tient la main et il lui lit des romans. Ava le sait pas, hein, qu'il est là tous les soirs réglé comme une horloge. C'est Cécilie qui finit, enfin non, en fait, c'est Jérémie qui, en fait, finit par lui avouer parce que Cécilie lui a dit et Cécilie, elle était en mode: «Mais elle ne doit pas savoir» et là, Jérémie, il est là en mode: «Non, i elle a le droit de savoir que depuis le début, il ne l'a pas abandonnée, alors qu'elle pense le contraire. Il a toujours été là, en soum soum». Bien sûr, quand Avaf, comprend tout ça, malgré tout ce qu'il lui a fait, qu'ils se sont fait mutuellement, parce que même elle, elle a fait beaucoup de mal à Ellie, eh ben, elle l'aime. Elle reconnaît elle-même qu'elle est encore amoureuse de lui, mais elle pense qu'elle doit le laisser partir parce qu'elle a peur de lui faire du mal. Mais après cette révélation, elle commence vraiment à douter de: est-ce que vraiment ils seront heureux s'ils se laissent partir l'un l'autre? Et le jour de son anniversaire, ben, Ava, elle décide de sortir de l'hôpital pour aller chez Ellie, soi-disant pour récupérer ses affaires, mais on sait tous que c'est parce qu'elle voulait le voir. Et il ne la force pas à rester, hein, il se prépare à partir, mais cette fois, c'est Ava qui l'arrête et elle lui explique qu'elle sait ce qu'il a fait pendant les 3 mois où elle était hospitalisée. Elle sait qu'il venait la voir, elle sait qu'il prenait soin d'elle sans rien lui demander. Elle lui dit qu'elle lui pardonne et elle lui demande de recommencer une histoire à zéro. Et c'est là qu'on a eu une belle déclaration parce que Ellie, dit enfin que son obsession pour elle a fini par devenir de l'amour, alléluia, et qu'il l'aime réellement. Ils se réconcilient, s'embrassent et Ava choisit volontairement de retourner auprès de lui cette fois. Ce n'est plus le mariage forcé du passé, mais bien son choix. Alors, dans l'épilogue, on a pu avoir, le futur enfin, le mariage de Cécilie et de Jérémie et 17 mois plus tard, on a eu Ava et Ellie avec 3 gosses dans les bras, comme elle l'avait écrit dans sa lettre. Sauf que ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était que ce serait des triplés et que ces 5-là seraient dans un foyer où ils sont dépassés, au fait. Ava et Ellie, ils ne dorment plus, ne mangent plus. Ils vivent pour leurs 2 filles et leur beau petit garçon. Sierra, Zoé et Seth. Alors bon, Aval, elle fait toujours des compétitions internationales et joue avec de grands orchestres maintenant qu'elle a enfin réussi à dépasser toutes ses psychoses. C'est dur, mais elle s'accroche et ses épisodes deviennent, de plus en plus rares et surtout gérables parce que maintenant elle a enfin compris qu'avoir des psychoses, c'est pas un truc qu'on peut régler tout seul. Même avec toute la bonne volonté du monde, il lui faut de l'aide et elle hésite pas à en demander à Ellie à chaque fois qu'elle en a besoin. Parce qu'elle sait qu'il sera là inconditionnellement dévoué à elle et qu'il a vu les pires aspects de sa personnalité, ses pires crises psychotiques, mais qui s'en fout et qui va rester, malgré absolument tout, qu'il l'aime envers et contre tout. Et c'est sur ce que se termine le tome 6 de la saga Legacy of God. Alors, en ce qui concerne mon avis sur ce tome, alors je vais pas vous mentir, au début, j'ai trouvé ça super intéressant. L'histoire de l'amnésie, Ellie et Ava qui se détestaient, qui sont mariées et femmes, j'étais très intriguée. Le plot était très bien trouvé, ça, j'ai rien à dire. Mais j'ai trouvé que comme dans God of Fury, genre, depuis qu'elle a posé le plot, peut-être chapitre 5-6 jusqu'au chapitre, 30 à peu près, 20-25, il y avait que des répétitions. On a compris à un certain moment que Ellie, il avoue pas ses sentiments pour Ava, on a compris qu'Ava, il y a un truc qui va pas et qu'elle a vraiment besoin d'aide. On a compris qu'il y a anguille sous roche en ce qui concerne ces 2 années. Et j'avais envie de plus au fait, parce que entre ces 2-là, c'est un pas en avant, 100 en arrière. Exactement comme dans God of Fury. Il m'a vraiment beaucoup rappelé ce tome. J'ai apprécié, ce livre-là parce qu'il m'a aussi rappelé,
comment on appelle ça déjà? Jonathan et sa femme Alicia, la mère, d'Eden, l'ex-femme de Jonathan qui est décédée. Je pense vraiment que Rina s'est inspirée un peu de leur histoire pour créer cette histoire-là. Mais n'empêche, j'aurais vraiment aimé qu'on m'épargne, les chapitres où il se passait rien dans l'histoire globale. Encore une fois, je ne suis pas contre, les longueurs qui sont utiles, mais quand il y a des longueurs qui me servent à rien et qu'à un certain moment je m'ennuie et je veux juste arriver, au fait, qu'est-ce qui s'est passé avec Ava et Ellie, c'est que, il y aurait des chapitres qui auraient pu être facilement enlevés, de mon point de vue. Ça veut pas dire que c'est pas une très bonne dark, ça veut pas dire que j'ai pas adoré la nuance de rose dans le gris parce qu'Ellie c'est clairement, le morally grey et Ava c'est, le rayon de soleil rose que perso j'ai adoré. Leur histoire était très bien faite, très bien ficelée, surtout la fin elle m'a scotché, bravo Rina. Mais voilà, j'aurais changé, 2-3 trucs. C'est sûr que c'est pas mon préféré, ça je peux le dire. En ce qui concerne mon analyse des personnages, franchement, Ava 10 sur 10, rien à dire, elle l'a très, très bien faite. Si je devais décrire un livre où franchement, il y a la psychose qui est très bien, décrite, très bien faite, les événements sont logiques et le personnage correspond parfaitement à tous les critères de quelqu'un qui n'est pas bien mentalement, je donnerais ce livre parce que le travail qu'elle a fait avec Ava, il se voit. Ça se voit qu'aussi elle a demandé de l'aide à des experts parce que des crises pareilles, aussi bien décrites, ça ne peut être que ça. Même le truc, de la perte de mémoire, les flashbacks, ils étaient cohérents, ça n'arrivait qu'à des moments où elle avait des déclencheurs et ça, je trouve qu'elle s'est très, très bien débrouillée. Par contre, en ce qui concerne Ellie, je tiens à dire que Rina joue beaucoup avec nous en ce qui concerne ce personnage. En même temps, vous me direz, c'est l'intrigue, mais en fait, on n'arrive pas à se positionner. Un chapitre, on l'aime, il est bien avec Ava. Un chapitre, c'est lui le grand méchant loup. Un chapitre, on ne comprend vraiment pas son comportement. Ensuite, rebelote. On l'aime, on le comprend pas, il est détestable et encore, c'est la même boucle du début jusqu'à la fin du roman où enfin, bien sûr, vous vous en doutez, hein, qu'on aime Ellie. Mais un peu plus de logique en ce qui concerne son personnage, ça m'aurait plu. Alors en ce qui concerne leur couple, oui, ça s'emboîte très bien, ils sont très bien ensemble, mais je pense que au fait, ça aurait été mieux d'avoir plus de chapitres sur Ellie et d'essayer vraiment de comprendre son point de vue. Parce qu'au départ, quand je lisais surtout le début du livre, ses points de vue à lui, j'étais en mode, «Oh, je sais pas, au fait, où me situer et ça a l'air d'être vraiment un idiot, qui, se fout d'Ava». Mais après, on apprend que non et franchement, Rina, en général, elle nous donne des indices pour nous montrer que non, il tient à la fille dès le début et qu'il y a juste, qu'elle veut pas nous révéler, au fait, le plot pour la fin et elle aurait très bien pu faire ça pour ce livre aussi. Pourquoi nous faire passer Ellie pour un abruti? Donc c'est ça que j'ai pas vraiment aimé. Un abruti sans cœur en plus parce que parfois il a des réactions avec Ava. Oh! J'étais là en mode: «Non, j'en peux plus, s'il te plaît, arrête ça». En plus, on apprend que Ellie, c'est un des déclencheurs des psychoses d'Ava. Certes, franchement, il a la langue comment dire ça? Il n'est pas émotionnellement intelligent, il est intelligent dans tous les autres domaines, mais émotionnellement parlant, le mec, c'est une loque et il dit tout le temps ce qu'il faut pas dire à Ava et je pense que c'est pour ça qu'il déclenchait ses psychoses. Alors que s'ils avaient pris quelques pincettes, ça aurait été beaucoup mieux. Leur relation n'aurait pas autant été en dents de scie que ce qu'elle a été dans ce bouquin. Parce que, oh mon Dieu, c'est pas juste les montagnes russes comme dans Nico et dans Brandon. Non, là, on est sur un autre level. Là, il y en a pas un pour rattraper l'autre. Quand l'un se fâche, l'autre, il prend des semaines pour lui parler. Enfin si, c'est un peu comme Bren et Nico finalement. Bref, oh, pour vous dire à quel point ils m'ont perturbée. Ah, alors en ce qui concerne mes citations préférées, j'ai «Je t'aime Ellie, je suis amoureuse de toi depuis que je suis toute petite. Ce qui a commencé comme un béguin naïf s'est transformé en un amour incontrôlable où je ferai n'importe quoi pour toi, y compris oublier toute la douleur du passé. Parce que je tiens à elle plus que je ne le pensais. Je n'aurais pas fait cela pour elle si elle n'avait pas déjà percé
la noirceur de mon cœur. L'amour de ma vie n'est peut-être pas conventionnel, mais il est tout à moi. Je ne suis pas un chevalier en armure étincelante. Ce que je suis, en revanche, c'est le seul à m'autoriser à s'approcher d'elle. À partir de ce soir, Ava et à moi, putain. Peu importe les moyens que je devrais employer pour y parvenir. J'ai sacrifié ma tranquillité d'esprit pour la sienne et j'ai réalisé aujourd'hui que je le referais sans hésiter si j'en avais l'occasion. Et sur ce, je vais clore ma première semaine, enfin je dis semaine, mais 9 jours consécutifs de Dark Romance. Je tenais d'ailleurs à vous remercier d'avoir été aussi nombreux au rendez-vous, ça me fait chaud au cœur. Merci à toutes les personnes qui ont été présentes pour ces 9 jours consécutifs. Vous êtes les meilleurs, je vous remercierai jamais assez. On se revoit lundi prochain parce que je pense que vous ne me tiendrez pas rigueur du fait qu'il n'y ait pas de vidéo ce jeudi après tout le taf de cette semaine. Vous êtes les meilleurs, encore un énorme merci à tous. Ciao.